Bonsoir Madame la députée. Bonsoir, bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être une nouvelle fois sur le plateau de 19h, le live. Alors je voulais vous inviter ce soir pour plusieurs choses. On va parler bien évidemment de votre mission parlementaire en Guyane, mais je voulais bien évidemment vous faire réagir sur notre plateau. Vous avez pris la parole très tôt, dimanche, après les premiers incidents qui se sont à nouveau déroulés au chemin bas d'Avignon. Après la colère, on a envie de demander à la députée qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour ces quartiers populaires ? Alors moi, vous le savez, j'ai pas tendance à réagir dans l'immédiateté parce que c'est trop facile d'avoir des discours politiciens sur ce genre de sujet qui sont extrêmement sérieux. Je dirais que ça touche toujours quand même les personnes qui sont sur place, les habitants de ce quartier. Deuxièmement, je crois que c'est une action dans la durée et c'est pas, contrairement à ce que certains disent, sans vraiment connaître les sujets. D'ailleurs, ça m'a fait vraiment sourire de demander des factions de policiers statiques devant une école pour en faire des cibles. Il n'y a rien de plus malin. Donc, il faut quand même penser d'abord à protéger les populations, les enfants, leurs familles, les enseignants que je connais bien, et évidemment les forces de police, qu'elles soient nationales ou municipales, qui font ton travail au quotidien. Quoi que l'on fasse, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque habitant de ce quartier ou même de ceux qui transitent par ce quartier. Donc c'est une approche globale qu'il faut avoir. Au mois de juillet, quand il y a déjà eu le premier grave accident et meurtre, et quand l'école a été déplacée au Mas-Boulbon, je suis allée rencontrer les enseignants sans jamais en parler, pour prendre le temps avec eux de les entendre aussi et d'entendre leurs souffrances. D'entendre aussi ces familles qui, effectivement, ne souhaitent pas. Moi, je suis pas très loin de ce quartier. Je vais régulièrement au chemin bas d'Avignon. On n'a pas envie de prendre une balle perdue. Ce quartier, il est le trafic. Bon, voilà, il y a une lutte entre deux clans de criminels et de trafiquants de drogue qui utilisent cette configuration du quartier. C'est pas parce que voilà, ils pourraient aller ailleurs si c'était plus sécurisé. Il se trouve qu'ils ont une organisation qui fait qu'il y a 2 ou 3 locaux qui ne sont encore pour lesquels la mairie n'a pas encore abouti dans l'expropriation, qui font que ce sont des caches qui sont un peu le point de trafic. Voilà. Mais une fois que ces logements-là, ou c'est plutôt ces garages pour tout dire, seront expropriés, qu'on en sera sorti de cette histoire, et j'en ai encore reparlé avec le maire il n'y a pas longtemps, ça fait partie des choses qui feront que ça au moins déplacera le problème. Mais est-ce que quand même, Madame Dumas... ce qu'il faut éviter, c'est protéger d'abord ces élèves et les enseignants et leurs familles. Madame Dumas, vous êtes à votre deuxième mandat. La question qu'on a envie de vous poser ce soir, c'est à un moment donné, les habitants, ils ont envie de dire stop. Bien Stop, sûr. Maintenant, il faut agir. Oui, on ne peut pas être dans des propositions qui n'agissent pas et qui ne permettent pas à un moment donné d'avoir des solutions. Le chemin bas d'Avignon, on peut dire que c'est pratiquement le quartier où il y a eu un renouvellement urbain 1 et 2 déjà. Donc tout ça, ça a été fait. On a mis une zone de sécurité prioritaire supplémentaire. Il y a un poste de police en permanence sur cette zone, à 500 mètres de l'endroit où les faits se produisent. On ne peut pas mettre un policier, quel qu'il soit, on en mettrait 10 fois plus, ça ne réglera pas le problème. C'est un problème global, il faut penser aussi à la prévention, il faut utiliser ces gamins, il faut dire que les enfants, il y a des enfants dans ce quartier qui sont des guetteurs, ils ont 7 ou 8 ans, 10 ans, les enseignants le disent, ils les reconnaissent. Donc c'est tout un système de prévention pour ces gosses-là qu'il faut travailler, donc il faut remettre du lien social, il faut des associations, des travailleurs sociaux qui s'occupent d'eux, la prévention spécialisée, il faut aussi effectivement de la répression, mais c'est pas en mettant 3 fois plus de policiers. Et il y a des moyens supplémentaires qui ont été mis. Le ministre de l'Intérieur, j'en ai encore reparlé avec le Premier ministre la semaine dernière, c'était avant donc cette nouvelle crise, ça fait partie des dossiers prioritaires que j'ai vus avec lui. On ne peut pas mettre des policiers derrière tous les habitants du chemin bas d'Avignon. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est un dispositif lent. Il faut mettre des moyens supplémentaires et on les a demandés sur la police judiciaire pour avancer encore plus vite sur la gestion de ces dossiers parce que c'est un dossier criminel. Il faut laisser faire les enquêtes jusqu'au bout. J'ai fait une réunion moi-même avec le préfet au mois de juillet dont je n'ai pas parlé parce que je pense qu'il ne faut pas en faire de la politique politicienne. On a compris votre message. Voilà, donc beaucoup de moyens ont été mis, mais il y a eu des trucs. Il faut avoir des actions particulières entre les jeunes puisque c'est eux, bien sûr.
Voilà, certains, je pense que la certains. priorité, c'est de sécuriser au maximum cette zone de scolaire pour que les familles soient tranquilles et Eh oui, bien protégées. sûr. D'accord. Et les enseignants. Un Voilà. mot peut-être sur votre combat. À Oui. vous, en changeant de sujet, c'est la deuxième prison dans le Gard. Alors, Ouais. il y a quelques mois, on nous a expliqué qu'elle devait être sur Alès, et puis la situation s'est renversée. Paraîtrait-il que vous, députée nîmoise, vous militez pour que la prison soit sur Nîmes. Alors, souvenez-vous, il y a quelques mois, je crois que la ministre en charge du dossier avait dit, s'il y a une lutte qui est trop grande entre Nîmes et Alès, on la mettra dans un autre département. C'est bien. Est-ce Mais qu'on c'est peut pas risquer ça. de perdre cette prison Non, aujourd'hui? c'est pas comme ça que les choses sont posées. On n'est pas sur un derby de foot, on n'est pas sur une lutte de politique, là on dépasse le sujet. Il n'a jamais été question de ça, ni ce mandat, ni le mandat précédent. Ce qui compte, c'est la priorité, c'est d'arriver... Alors effectivement, Alès a avancé plus vite sur la proposition de terrain au départ, dans l'intention en tout cas. Il y a eu... voilà. Il se trouve que pour le moment, ces dossiers n'avancent pas. Ce qui compte, et c'est effectivement là, on voit bien que la rénovation de la prison, de la maison d'arrêt, ça c'est acté et elle a déjà commencé. Et il y aura d'ailleurs des créations de places supplémentaires, y compris dans la partie rénovation à Nîmes. Et puis il faut la rendre décente. Les parloirs sont indécents. Moi, je m'y rends au moins 1 ou 2 fois par an, donc c'est une catastrophe. Et La c'est une question, honte c'est de la plutôt, République. est-ce que vous avez profité des dissensions peut-être alésiennes Non. ou du manque de concertation qui a créé quelques polémiques pour essayer Non, de vous arroger la absolument prison? pas. Je dis depuis des années, je demande à ce qu'il y ait une urgence. L'urgence, c'est qu'on ne peut pas continuer à être une des prisons françaises, parfois même la première Et prison, là, il y a des travaux qui vont avec être des engagés. centaines de matelas au sol. Enfin, en tout cas, une centaine de matelas au sol. Ce n'est pas acceptable. Donc, il faut, et ça a été prévu dans le plan de financement pénitentiaire, qu'il y ait une création dans le Gard. Il faut à tout prix qu'on la garde. Et ce que je demande, et c'est pour ça que j'ai aussi continué à pousser ce dossier, c'est qu'on avance. Moi, que ce soit... Sur l'extension de la prison J'ai toujours nîmoise pensé- et la deuxième prison à l'Est. J'ai toujours pensé qu'il Ah, y bah alors, avait j'ai plus pas de compris. pertinence. Non, il y avait 2 sujets. Il y a la rénovation de la... Et l'extension On a bien de la compris. prison L'extension, actuelle. Ça, c'est à Nîmes. Il n'y a pas une extension, c'est une création d'un nouvel établissement. Ce nouvel établissement, le lieu d'implantation n'a pas été encore choisi définitivement. Il y a eu des propositions de fait et à Nîmes et à l'Est, Il y a pas quelques mois, la simultanément. garde des Sceaux a dit que ça devait Les être choses à l'Est, n'avancent pas. Oui, ça devait être à l'Est, mais les communes concernées ne veulent pas pour Vous le en moment. profitez. Bon, c'est Et comme vous en ça, profitez c'est pas pour moi, défendre votre territoire. mais vous- pas vous du pouvez tout. Ce le que dire. je défends, ce que je veux, c'est que cette prison, elle reste dans le Gard. Je ne souhaite pas, parce que d'autres départements peuvent attendre et profiter justement de nos dissensions et de notre incapacité à avancer sur ce dossier, et je dis collectivement au niveau du département, pour récupérer cet argent et le mettre ailleurs, pour faire une autre prison dans un autre département. Ça, c'est la priorité. J'ai toujours effectivement pensé que le territoire de Nîmois, qui est celui sur lequel il y a 80% de la population carcérale, plus l'ensemble le centre de rétention administrative, Oui. la cour d'appel, la plupart des Oui, services mais vous savez judiciaires. ce que disent aussi Oui, les mais la Alésiens, et notamment pertinence- Jean Rampon, le sous-préfet, c'est que cette deuxième prison implantée à l'Est, ça permettrait de pérenniser les services publics. Et Non, on mais voit enfin, mais vous encore vous rendez que pas le compte, on ne fait tribunal pas des une prison prud'hommes pour la est menacé pérennisation. à l'Est. Moi, je veux bien qu'on fasse d'autres services, qu'on se batte pour qu'il y ait des déconcentrations Mais on d'autres a bien services. compris votre message. Mais là, vous par continuez à contre, vous moi, battre. je suis désolée de faire transfèrement de personnes, les familles aussi qui vont aller sur Alès, transfèrement des prisonniers qui sont quand même en permanence trimballés, les gendarmes, les policiers Oui, qui vont aussi être un mis à tribunal à disposition. C'est pas dans une... moi, je ne considère qu'on ne doit pas le faire en termes d'aménagement du territoire, mais ma priorité des priorités, c'est pas de me battre contre, c'est de faire en sorte que pour le département, nous ayons un établissement pénitentiaire On parle supplémentaire. de l'actualité économique avec le fameux plan France Relance. La mobilisation de l'État est au rendez-vous dans le cadre de cette crise économique avec de nombreux investissements. Des investissements, ça veut dire aussi des emplois. Vous avez réagi à plusieurs reprises ces dernières semaines sur les annonces qu'ont pu faire le gouvernement en ce qui concernait le Gard et particulièrement Nîmes. Quel regard là vous portez sur les dernières annonces ? Typiquement, on pense notamment aux annonces qui ont eu lieu hier ou avant-hier concernant les établissements publics et la rénovation des établissements publics. Bah écoutez, moi, je ne peux que m'en réjouir. C'est un plan global qui est nécessaire. Ce plan de relance, il a vocation... Alors, on l'a fait pour l'aéronautique, on l'a fait dans le cadre de la défense, on l'a déjà fait sur d'autres sujets. Ce qui compte, c'est de mobiliser rapidement des moyens de l'État de manière à ne pas laisser les entreprises sans marché. Ce qui compte, c'est que les entreprises puissent continuer à travailler et passer ce cap
cap qui est compliqué jusqu'en 2022-2023, où l'activité, je dirais, plus classique reviendra. Il y a nécessité de relancer l'économie. L'État peut le faire et profiter de cette opportunité pour faire de la rénovation thermique, énergétique, du développement durable, de réaménager des écoles, etc. On le fait avec les crédits du plan de relance, qui est un emprunt, qui sont aussi des prêts, qui sont des subventions, qui seront aussi des aides aux collectivités pour s'engager dans des travaux. C'est aussi un plan de relance européen. Ce qu'il faut, c'est que sonnant et trébuchant, très vite, on ait la capacité d'avancer sur des financements. Et c'est ce qui s'est passé pour les 900 000 euros mis sur les arènes, parce que le temps que le nouveau plan de relance État-région intervienne l'année prochaine, et bien au moins cette année, cet argent est mis en place tout de suite. Est mis en place tout de suite. Et donc les entreprises peuvent en bénéficier tout de suite. Ça vaut le coup pour les écoles. Donc c'est axé finalement, on peut dire, sur la commande publique pour permettre la pérennisation des emplois et peut-être même en développer. Et même en développer et profiter de cette opportunité pour avancer dans la rénovation ou la construction avec de nouveaux matériaux, de nouvelles façons. C'est ce qui va se passer pour l'école, les deux écoles, un des sujets, oui, etc. Voilà. Donc, profiter de ce plan de relance, c'est une opportunité. On avance parce qu'effectivement, il ne reste pas beaucoup de temps et on a pas mal de questions à vous poser. Et vous avez bien fait d'être là avec nous ce soir. Vous n'êtes plus élu à la mairie de Nîmes, mais on a quand même une question à vous poser. Elle concerne Simon Casas. On en a parlé hier sur Objectif Gare. Il va bénéficier d'une enveloppe de plus de 200 000 euros par la ville de Nîmes en compensation de l'annulation de la feria de Pentecôte. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec cette compensation ? Écoutez, moi, je n'ai pas d'avis à donner puisqu'il s'agit d'un avis juridique. Je n'ai pas, je n'ai pas participé au débat. Moi, ce qui m'importe là, c'est de faire en sorte qu'on puisse garder ce contrat avec la société de Simon Casas, que comme toutes les entreprises, elles puissent bénéficier de toutes les aides de l'État et que l'on puisse passer le gap. Moi, c'est une décision qui relève du conseil municipal. Est-ce que c'est à une ville de compenser une perte de chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est pas à l'État de le faire ? Parce qu'à ce moment-là, il y a un peu de poids de mesure. Tous les commerces qui ont été fermés administrativement, la mairie de Nîmes n'est pas venue compenser leur chiffre d'affaires perdu. C'est une délégation de service public et c'est à la mairie de prendre ses responsabilités dans le cadre de la précision des contrats que je ne connais pas. Et donc, je sais que c'est en discussion. Voilà, moi, j'ai pas envie d'évoquer ce dossier que je ne connais pas suffisamment de l'intérieur. D'accord. Eh ben, on va en parler. On va parler d'un autre sujet. Ce que je veux, c'est qu'on continue à avoir des corridas à Nîmes et qu'on puisse continuer à avoir de deux belles férias. Allez, un mot sur En Marche dans le Gard. Lundi, Jérôme Talon a été pérennisé dans son poste de référent, de patron de La République En Marche dans le Gard. Vous l'avez soutenu il y a un mois sur notre plateau. Alors, ça a été compliqué, on vous a un peu cuisiné, mais finalement, vous nous avez dit que vous souteniez Jérôme Talon. Qu'est-ce que vous lui dites à Jérôme ce soir ? C'est grâce à moi ou... Non, non, je n'ai pas la prétention et c'est pas moi qui ai décidé. Moi seulement, je fais partie des deux parlementaires En Marche. On m'a demandé mon avis et c'est normal d'ailleurs. Je l'ai donné au niveau parisien, mais c'est un bureau exécutif qui a pris une décision, qui est composé d'un certain nombre d'autres parlementaires et d'autres décideurs. Ce n'est pas à mon niveau que ça s'est passé. Effectivement, mon avis compte et heureusement d'ailleurs que les avis des parlementaires comptent parce que je pense qu'on a une petite idée de la réalité. Mais pourquoi c'est mieux que ça soit lui ? Pourquoi j'ai donné un avis dans ce sens-là, même si je crois que les autres candidatures étaient tout aussi pertinentes. Parce qu'au départ, vous étiez pour la Nîmoise notamment celle de Valérie. C'est pas, j'étais pour ou contre. Si vous voulez, ce qui importe pour nous, c'est d'avoir de la continuité. Et ce qui m'a intéressé là, c'est de le faire. C'est ce qu'a décidé donc le Burex, c'est que ce soit un binôme, c'est-à-dire qu'effectivement, Jérôme sera le référent. Et c'est bien d'avoir cette continuité. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui aussi avait c'est lui qui a la majorité dans le comité départemental de reproches, qui a les décisions entre ses mains au niveau local. Alors après, il faut qu'il l'aménage. Mais bon, vous savez, c'est une instance neuve, donc je pense qu'il faut de la continuité dans la période dans laquelle on est. Dans la continuité, c'est intéressant. Et après, le binôme avec Valérie qui apporte autre chose et qui est aussi nîmoise. Dans la continuité, vous avez dit qu'elle devait être profondément rénovée. Justement, là, on a des échéances qui se présentent au niveau des régionales et surtout les départementales, puisque vous allez être l'une des chefs de file. Quelle va être la stratégie
de La République En Marche pour cette échéance en juin 2021? Écoutez, c'est de faire en sorte, de part et d'autre, qu'il y ait dans le Gard, qu'on ne participe pas enfin, moi, c'est un de mes préalables dans la construction de toutes les réflexions que nous devrons avoir, c'est de ne pas participer et d'aggraver une situation qui profiterait au Rassemblement national. Vous connaissez mon engagement et donc ça ne va pas changer. Mais en même temps, il faut des élus. En même temps, nous incarnons quelque chose. Et je pense qu'à certains endroits, nous allons le faire petit à petit, mais je pense que là, c'est pas le moment d'en parler. En ce moment, c'est les fêtes de Noël et surtout faire oublier la difficulté, les crises que vivent les Français et les Gardois en particulier. Moi, je me bats surtout sur les dossiers sur lesquels j'ai pu avancer. Et au niveau national, j'en ai fait avancer un certain nombre. Vous me disiez l'autre jour à quoi vous servez au niveau national sur les choses locales. Vous avez compris que, par exemple, la déconcentration des services de la DGFiP, voilà, oui. C'était un sujet que je suivais. Bon, vous reviendrez sur le plateau longtemps. Pour nous expliquer votre stratégie au départemental. Voilà. Mais on verra ça l'année prochaine. Un mot sur, bien évidemment, vous avez présidé une mission parlementaire des commissions de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat en Guyane. L'objectif, c'était de rencontrer, d'observer les différentes missions des forces armées en Guyane. Quel bilan vous tirez de ce séjour? Je crois qu'il a duré 5-6 jours. Oui, en fait, j'ai accompagné un jour la ministre qui faisait un déplacement là-bas. Ensuite, j'ai fait un déplacement particulier, c'est pour ça que j'en parle jamais à l'avance, dans le cadre de la délégation parlementaire au renseignement, où j'ai rencontré tous les services de renseignement. Mais ça, c'était à titre très, très précis et qui sont en dehors des choses que je peux communiquer. Et après, j'ai effectivement eu 4 jours avec la délégation que j'ai menée. Si on est allé là-bas, c'est parce que le territoire de la Guyane est un territoire singulier, dans le sens où c'est ni un territoire métropolitain, un territoire français évidemment, ni métropolitain, ni insulaire. Et donc il partage des territoires avec d'autres pays, le Brésil, le Suriname, et en même temps la configuration, les difficultés, là on parle de criminalité, de trafic de drogue, on parle d'orpaillage, on parle de difficultés sociales, économiques, culturelles particulières, et ce qui est intéressant, ce que je suis allée vérifier sur place, c'est la collaboration en fait entre le continuum entre la sécurité et la défense, c'est-à-dire comment travaillent les forces armées avec la gendarmerie et les autres forces de sécurité intérieure et l'ensemble des services de l'État. Parce que ce qui se fait là-bas par la nécessité, parce qu'ils sont particuliers, parce qu'ils sont isolés du territoire, etc., eh bien, il y a du bon, c'est-à-dire qu'ils savent aussi travailler ensemble de manière plus directe, plus collégiale. Ils savent couper les angles pour arriver Vous avez identifié des dysfonctionnements? Des dysfonctionnements, non, au contraire, on y allait pour voir comment ils arrivaient à bosser ensemble et comment presque ça peut être dupliqué sur le territoire français, où à certains endroits, eh bien, on peut se retrouver avec les mêmes difficultés. On l'a vu d'ailleurs sur les difficultés de criminels, sur les difficultés en termes d'insécurité. On a largement dépassé le temps, mais quand même 2 questions très rapides. La première, vous avez porté la réforme du permis de conduire. Il y a effectivement aujourd'hui des experts qui proposent la portabilité du compte personnel de formation des parents en direction des enfants. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Sur l'idée était très bonne, sauf que on s'oppose au problème constitutionnel. Ça faisait partie des choses que j'avais travaillées quand j'avais rendu mon rapport à Matignon. Mais c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que le compte de formation, justement, il est personnel. Il ne peut pas être transmis. La Constitution ne le permet pas. Même aussi pour des familles modestes, c'était un moyen aussi pour participer financièrement au permis de conduire de leurs enfants. J'ai fait d'autres propositions. D'abord, les apprentis, les jeunes travailleurs ont eux-mêmes un compte personnel de formation, donc ils peuvent l'utiliser. Et deuxièmement, j'ai fait d'autres propositions en termes de transparence des prix, en termes de réduction de la durée, parce que quand il nous faut 40 heures, quand certains jeunes ou moins jeunes ont besoin de 40 heures, c'est le nombre d'heures qui renchérit le coût. Oui. Donc il faut plutôt agir sur comment accompagner les jeunes pour que ça dure moins longtemps pour le passer. Un dernier mot, Coralie? Un dernier mot sur les vaccins. Si l'Agence européenne du médicament donne son aval, le gouvernement pourrait commencer la campagne de vaccination fin décembre. Est-ce que vous, à titre personnel, vous allez vous faire vacciner ? Écoutez, c'est une évidence absolue. C'est le moindre des respects
des personnes qui nous entourent, de faire en sorte d'essayer de se protéger soi-même et surtout protéger les autres. C'est une mesure de salut public, c'est une mesure de sécurité, c'est une mesure de respect et d'humanisme, en fait. On ne peut pas... Enfin, Même quand certains craignent qu'il n'y ait pas assez de recul sur ce vaccin. Je suis scandalisée à titre personnel que certains égoïstes, parce que ces personnes-là, pour d'autres maladies, pour d'autres vaccins comme la rougeole, comme d'autres vaccins qui sont des maladies qui sont éradiquées dans le monde, sont allés contaminer des pays étrangers qui, eux, n'ont pas les moyens de se protéger. Je pense notamment sur la rougeole, c'est un Français qui a contaminé un pays d'Amérique latine. Je trouve ça purement scandaleux. On a la chance de pouvoir avoir des vaccins qui sont à 90% ou 98,9% selon le cas fiables. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Ça relève de l'ordre de ce climat de complotisme et de doute qu'on a en France sur tout. La science, elle avance, il faut respecter ce qui est fait et je ne vois pas pourquoi et je serai là dès que possible, évidemment, dès que je ferai partie de la catégorie qui peut et qui je ne suis pas prioritaire. Vous n'avez pas l'âge encore, non? Vous avez 60 ans. Je ne suis pas prioritaire et je ne souhaite pas l'être parce que ça voudrait dire que je suis vulnérable ou que j'ai des problèmes de santé plus graves qu'à ce jour je n'ai pas ou en tout cas j'en ai pas conscience. En tout cas, dès que possible, il faut se vacciner. C'est une mesure, au moins, il faut aussi penser aux soignants qui, eux, sont en première ligne. Allez demander à un soignant s'il va se vacciner ou pas. Merci beaucoup Françoise Dumas, Madame la députée, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de 19h le live. Merci à vous.